La libération totale de la Crimée a commencé à prendre forme non pas par une invasion terrestre immédiate, mais par une série de frappes directes contre les lignes logistiques russes. Ce mercredi 6 mai 2026, l'Ukraine a commencé à frapper les ferries, les navires de débarquement, les arsenaux, les dépôts et les routes qui approvisionnaient les troupes russes. Entre le détroit de Kertch, Sébastopol et le corridor terrestre occupé dans le sud de l'Ukraine, le message est simple. Avant d'essayer de reprendre le territoire, Kiev veut isoler la Crimée, l'étouffer et la rendre trop coûteuse pour que Poutine puisse la maintenir. Je vais tout vous expliquer dans un instant, mais abonnez-vous à la chaîne pour des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée selon le standard de crédibilité de Milson Alves. Le point central maintenant, c'est que l'Ukraine n'attaque pas seulement par vengeance. Elle est en train de mettre en place une opération d'usure contre tout ce qui permet à la Russie de rester en Crimée. Dans la nuit du 5 au 6 avril 2026, des unités du renseignement militaire ukrainien ont affirmé avoir utilisé des drones pour désactiver le ferry ferroviaire Slaviansk, décrit par Kiev comme le dernier ferry ferroviaire encore en service dans le détroit de Kertch pour soutenir les forces russes sur la péninsule. Ce navire était utilisé pour transporter des équipements, du carburant et du matériel militaire pour l'occupation. Sans elle, la Russie deviendrait plus dépendante du pont de Crimée et de routes terrestres plus exposées aux drones ukrainiens. Quelques jours plus tard, la pression a augmenté à Sébastopol. Le 19 avril, l'Ukraine a affirmé avoir mis hors service 2 grands navires de débarquement de la flotte russe de la mer Noire, le Yamal et le Nikolai Filchenkov. Le Yamal pouvait transporter jusqu'à 500 tonnes de cargaison, y compris des véhicules blindés et des troupes. Le Nikolai Filchenkov avait une capacité de 1000 tonnes. Selon le ministère de la Défense de l'Ukraine, les deux étaient des éléments clés pour les débarquements amphibies et pour le soutien militaire russe en Crimée, avec des pertes totales estimées à plus de 150 millions de dollars. C'est là que la libération totale de la Crimée cesse d'être seulement un discours politique et commence à ressembler à une campagne militaire par étapes. L'Ukraine attaque ce dont la Russie a besoin pour rester. Transport, munitions, carburant, navires, ferries, centres de commandement, défense aérienne et dépôts. L'objectif n'est pas seulement de causer des dégâts. C'est transformer chaque soldat russe sur la péninsule en quelqu'un de plus en plus éloigné du renfort, du ravitaillement et d'une fuite sécurisée. Jusqu'à présent, lors des attaques les plus récentes contre l'Eslaviania, le Yamal et Nikolai Filchenkov, aucun bilan public fiable des décès n'a été confirmé par des sources indépendantes. L'impact principal annoncé a été logistique et militaire. Des navires mis hors service, une capacité de transport réduite et une pression croissante sur le pont de Crimée. Cette information est importante car elle montre le type de guerre que Kiev a choisi en ce moment. Il ne s'agit pas d'annoncer une entrée immédiate des troupes dans la péninsule, mais d'affaiblir l'occupation de l'intérieur, jusqu'à ce que la présence russe devienne lourde, vulnérable et difficile à soutenir. La Crimée est le point le plus sensible de la guerre, parce que c'est là que Poutine a construit l'une des plus grandes vitrines de la puissance de la Russie moderne. La péninsule a été annexée illégalement en 2014, après que les forces russes ont pris le contrôle des bâtiments, des communications et des points stratégiques au milieu du chaos politique à Kiev. Depuis lors, Moscou a traité la région comme une base militaire, un symbole national et une plateforme pour contrôler la mer Noire. Sébastopol, siège de la flotte de la mer Noire, est devenu le centre des opérations russes contre l'Ukraine depuis l'invasion à grande échelle de 2022. C'est pourquoi l'offensive ukrainienne contre la Crimée a un poids plus important que des attaques isolées. Lorsque Kiev frappe des navires à Sébastopol, des ferries à Kertch et des dépôts le long des routes occupées, elle vise l'idée que la Crimée est intouchable. Poutine a pris la péninsule pour projeter sa puissance en mer Noire. Maintenant, l'Ukraine essaie de montrer que ce même territoire peut devenir un piège logistique pour le Kremlin. Le pont de Crimée apparaît comme le prochain grand point de pression. La structure relie la Russie continentale à la péninsule par le détroit de Kertch et a toujours eu une valeur militaire et symbolique. Elle aide Moscou à déplacer du carburant, des armes, des munitions et des troupes. Si les ferries sont détruits ou mis hors service, le pont devient encore plus important. Et plus elle devient importante, plus elle devient une cible.
Le général américain à la retraite, le commandant de l'armée de terre américaine, Ben a récemment affirmé que la Crimée reste le terrain décisif de la guerre et que le pont de Crimée finira par tomber si l'Ukraine parvient à isoler la péninsule. Le calcul ukrainien est dur, mais clair. D'abord, empêcher la Russie d'utiliser librement Sébastopol. Ensuite, réduire la défense aérienne russe sur la péninsule. Ensuite, bloquer les ferries, les navires et les corridors. Enfin, exercer une pression sur le pont de Kertch et obliger Moscou à approvisionner la Crimée par des routes plus longues, plus coûteuses et plus vulnérables dans le sud occupé de l'Ukraine. Cette séquence ne garantit pas une libération immédiate, mais elle crée les conditions pour que la présence russe commence à perdre en stabilité. En avril, le ministère ukrainien de la Défense lui-même a présenté la campagne d'attaque en profondeur comme faisant partie d'un effort plus large. Selon Kiev, en plus des navires à Sébastopol et du bac à Kertch, des opérations ukrainiennes ont également visé des raffineries, des terminaux, des embarcations, des aéronefs et des centres liés à la capacité militaire russe. Le message est que l'arrière russe n'est plus sûr. La guerre touche désormais des structures que Moscou considérait auparavant comme protégées par la distance. Le moment favorise également Kiev en raison de l'usure russe sur le front. En février 2026, les forces ukrainiennes ont repris plus de territoire qu'elles n'en ont perdu au cours des 2 dernières semaines du mois, ce qui n'était pas arrivé depuis la contre-offensive de 2023, selon l'analyse citée par le Kiev Post, basée sur l'Institut pour l'étude de la guerre. Après des mois de pression ennemie, l'Ukraine a de nouveau réussi à enregistrer un gain territorial net à certains moments. En même temps, la Russie a du mal à compenser ses pertes. Al Jazeera a rapporté que Moscou n'a pas réussi à remplacer toutes ses pertes depuis décembre et que le rythme de recrutement au premier trimestre 2026 est resté en dessous de la moyenne nécessaire pour atteindre l'objectif annuel annoncé. Cette faiblesse en effectif pèse directement sur la Crimée. Une occupation isolée avec moins de navires, moins de ferries, moins de défense aérienne et moins de renforts en effectif devient plus difficile à maintenir. Sur le plan politique, l'Ukraine a également repris son souffle. L'Union européenne est parvenue à un accord pour débloquer un prêt d'urgence de 90 milliards d'euros pour Kiev, après que la Hongrie a levé son veto. La mesure est intervenue après la reprise du flux de pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie via l'oléoduc Druzhba, et Volodymyr Zelensky l'a considéré comme un signal approprié dans le contexte actuel. Cet argent aide Kiev à soutenir la défense, les munitions, l'industrie militaire et la résistance dans une guerre de longue durée. Ce renforcement financier est décisif, car la libération de la Crimée ne dépend pas seulement du courage. Elle dépend des drones, des missiles, du renseignement, de la production industrielle, de la défense aérienne, des munitions et de la capacité à attaquer de manière répétée. Une opération contre la péninsule exige de la patience et une pression constante. L'Ukraine doit rendre chaque réapprovisionnement russe plus lent, chaque navire plus exposé et chaque itinéraire plus dangereux. C'est la différence entre une attaque symbolique et une véritable campagne de libération. L'histoire récente montre que l'Ukraine teste cette stratégie depuis des années. En septembre 2023, Kiev a frappé le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. La Russie a admis qu'au moins un militaire était porté disparu, tandis que l'Ukraine a affirmé que l'impact était bien plus important. L'AP a souligné que la Crimée, annexée illégalement en 2014, était devenue une cible fréquente, précisément parce qu'elle servait de base de soutien à l'invasion russe. Cette attaque a montré que la base navale la plus importante de Moscou en mer Noire ne pouvait plus fonctionner avec la même tranquillité qu'auparavant. L'histoire de la Crimée elle-même explique pourquoi ce territoire détermine des conflits bien au-delà de sa taille sur la carte. Au XIXe siècle, la guerre de Crimée a opposé les grandes puissances européennes et l'Empire russe pour le contrôle de la mer Noire et l'équilibre des pouvoirs autour de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, Kiev tente de répéter cette logique d'une autre manière, non pas avec une ancienne guerre impériale, mais avec des drones, des missiles et des attaques logistiques contre une occupation moderne. D'autres nations montrent également que des territoires occupés ou isolés peuvent tomber lorsque leurs lignes d'approvisionnement sont rompues. Au fil de l'histoire militaire, des îles, péninsules et enclaves sont devenues vulnérables après la perte de leurs ports, ponts, chemins de fer et ruines.
La Crimée s'inscrit dans cette logique car elle dépend de connexions extérieures pour soutenir ses troupes, acheminer du carburant, maintenir sa défense aérienne et fournir des munitions. Si la Russie perd la capacité de transporter du fret par Kerch, si Sébastopol est constamment menacé et si le corridor terrestre devient la cible quotidienne de drones, le contrôle russe devient alors plus un discours qu'une réalité sécuritaire. Maintenant, ce qui vient ensuite, c'est une phase de pression continue. L'Ukraine doit continuer à attaquer les ferries, les navires, les radars, les systèmes de défense aérienne, les dépôts et les routes d'approvisionnement en carburant. Elle peut également accroître la pression sur le pont de Crimée, même si une nouvelle offensive terrestre ne semble pas encore se profiler à l'horizon immédiat. L'objectif probable est simple, laisser à la Russie peu de mauvais choix. Soit Moscou concentre davantage de défense sur la péninsule et affaiblit d'autres fronts, soit elle accepte que la Crimée devienne de plus en plus exposée. Pour Vladimir Poutine, le problème est que la Crimée n'est pas seulement un territoire occupé, elle est devenue un symbole personnel de pouvoir. Perdre la sécurité de la péninsule reviendrait à admettre que la plus grande conquête géopolitique russe depuis 2014 peut être renversée. Et pour Volodymyr Zelensky, la Crimée reste une partie essentielle de la souveraineté ukrainienne. Chaque barge touchée, chaque navire immobilisé et chaque dépôt détruit ébranle l'image de contrôle que Moscou a tenté de vendre pendant plus d'une décennie. Je suis Milson Alves News et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous impliquer davantage dans la communauté Milson Alves.